Voici mon gros mari paresseux. C'est ainsi que ma femme m'a présenté à ses collègues lors de la fête de fin d'année de l'entreprise. Tout le monde éclata de rire jusqu'à ce que le président-directeur général prenne la parole. « Sarah, c'est l'homme du conseil d'administration. » Ma femme recracha son vin. Pendant une seconde, personne ne bougea. Les rires ne s'estompèrent pas tant qu'ils ne s'arrêtèrent net, comme une radio qu'on éteint en plein milieu d'une chanson. J'entendis une fourchette gratter une assiette. J'entendis des glaçons se tasser dans un verre. J'entendis même le faible bourdonnement des lumières du plafond, et je réalisai à quel point une pièce remplie de gens peut devenir silencieuse lorsqu'ils se souviennent soudainement qu'ils ont des prêts immobiliers à rembourser. Sarah recracha son vin. Ce ne fut pas non plus une petite toux délicate. C'était une véritable gerbe de surprise qui capta la lumière tel un brouillard pourpre. Quelques femmes près de nous eurent un hoquet de surprise et reculèrent. Quelqu'un tapota le devant du chemisier en satin de Sarah avec une serviette, comme s'il pouvait effacer ce qui venait de se passer. Les joues de Sarah passèrent du rose au blafard en un souffle. Ses yeux se posèrent sur les miens, grands et furieux, comme si j'avais tout planifié, comme si j'avais caché une mine sous ses talons hauts. Je ne bougeais pas. Je restais là, un gobelet en carton de café d'hôtel à la main faible, amer et tiède, car je l'avais pris au buffet en passant. Et c'est le genre de détail qui vous marque dans un moment comme celui-ci. Pas la musique. Pas les guirlandes de Noël scintillantes drapées sur la scène. Pas la gigantesque bannière, joyeuse fête, suspendue de travers au-dessus de la piste de danse. Non, c'est le café. C'est la serviette. C'est la façon dont votre alliance semble soudainement trop serrée à votre doigt. Grégoire Allier, notre président-directeur général, regarda par-dessus le bord de ses lunettes, l'expression aussi calme qu'un sermon du dimanche. Il n'éleva pas la voix. Il ne sourit pas. Il laissa simplement les mots atterrir. C'est l'homme du conseil d'administration. L'homme du conseil d'administration. Cela sonnait comme quelque chose sorti d'un vieux western que mon père regardait, un type tranquille qui arrivait en ville sans montrer son arme, et tous ceux qui avaient les mains sales commençaient à transpirer. La bouche de Sarah s'ouvrit, se referma, s'ouvrit de nouveau. Grégoire, dit-elle, la voix trop aiguë, trop rapide. Qu'est-ce que c'est? Le regard de Grégoire ne quitta pas son visage. Ce n'est pas ça, Sarah. C'est la réalité. Quelques personnes gloussèrent nerveusement, puis s'arrêtèrent quand personne d'autre ne se joignit à elles. La pièce frémit de la même manière qu'une foule frémit lorsqu'elle sent la fumée mais ne voit pas encore les flammes. Des hommes en veste de sport baissèrent les yeux sur leurs chaussures. Des femmes en robe à paillettes trouvèrent soudain leurs bracelets fascinants. L'écran du téléphone de quelqu'un s'alluma, puis s'éteignit rapidement, comme s'il avait été pris sur le fait. Sarah se tourna vers moi si brusquement que ses boucles d'oreilles se balancèrent. Raymond, siffla-t-elle à travers un sourire qui n'en était pas un. Que as-tu fait? J'aurais pu dire une douzaine de choses. J'aurais pu répliquer sèchement. J'aurais pu savourer le moment. Mais ce n'était pas moi. Je posai mon gobelet de café sur le bord de la table ronde à côté de nous. Je lissai ma chemise de la main, comme pour enlever de la poussière. Mon cœur battait régulièrement, mais au fond de moi, sous le calme, quelque chose de vieux et de lourd avait commencé à bouger. Quelque chose qui était bloqué depuis des années. Je n'ai rien fait ce soir, dis-je doucement. C'est toi qui as agi. Ses yeux se plissèrent. Ne joue pas à des jeux avec moi. Grégoire s'éclaircit de nouveau la gorge, un son doux qui, d'une manière ou d'une autre, porta dans toute la salle de bal. Mesdames et messieurs, dit-il, si vous voulez bien nous excuser un instant. Il fit un signe de tête vers une porte latérale près de la scène. Deux hommes que je ne reconnaissais pas, plus âgés, habillés sobrement mais avec élégance, sans logo d'entreprise, se tenaient là comme s'ils avaient attendu. L'un avait les cheveux argentés et un visage comme du bois sculpté. L'autre portait un mince dossier en cuir sous le bras. Des hommes du conseil, si je devais deviner. Sarah suivit le regard de Grégoire et s'immobilisa. Ses lèvres se pressèrent si fort qu'elles devinrent pâles. Elle connaissait ces visages, ou elle savait ce qu'ils signifiaient. Grégoire, murmura-t-elle. Mais maintenant, le tranchant de sa voix avait disparu. C'était autre chose. La peur. Et pour la première fois depuis longtemps, Sarah me regarda comme si elle ne me connaissait pas. C'était ça, le point d'accroche,
là, dans ce silence. C'était le moment où le poids de 30 ans bascula, comme une vieille maison qui s'installe sur de nouvelles fondations. Mais si vous voulez comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment moi, Raymond Caron, 55 ans, né et élevé près de Hagondange, en Moselle, j'ai fini par être traité de paresseux par ma propre femme devant une salle remplie de ses collègues, il faut remonter un peu en arrière. Pas au début de notre mariage. Pas même au jour où elle a commencé à regarder à travers moi au lieu de me regarder. Il faut remonter au jour où j'ai cessé d'être utile de la manière dont elle le voulait. Parce que c'était vraiment ça, avec Sarah, l'utilité. J'étais utile, avant. J'entrais dans une pièce et les gens se redressaient. Pas parce que j'avais de l'argent ou du pouvoir, Dieu sait que je ne venais pas d'une famille riche, mais parce que j'avais une réputation. J'étais le gars qui connaissait les règles. Et plus important encore, je savais pourquoi elles existaient. J'ai passé la majeure partie de ma vie professionnelle dans la gestion des risques et de la conformité pour des entreprises manufacturières du Grand Est, des papeteries, des usines de plastique, des entrepôts de distribution, des endroits où des gens honnêtes pointaient à 6 heures du matin et s'attendaient à ce que leur chèque de paie soit encaissé et que leur retraite soit toujours là quand leurs genoux lâcheraient. Mon dernier emploi à temps plein avant que tout ne change était chez Logistia Grand Est, dont le siège était à Metz. Rien d'extraordinaire. Un bâtiment en briques brunes, un parking rempli de pics UPS et de Peugeot, un drapeau à l'avant qui claquait dans le vent d'hiver. Je n'étais pas vice-président. Je n'étais personne que vous verriez dans un magazine. J'étais l'homme qu'on appelait quand quelque chose clochait. Un contrat de fournisseur qui ne tenait pas la route. Un manager qui essayait d'enterrer un rapport d'incident. Un compte de dépenses qui gonflait soudainement comme une tique sur un chien de chasse. Je ne criais pas. Je ne faisais pas de discours. Je posais simplement des questions jusqu'à ce que la vérité éclate. Et je notais tout. Une vieille habitude. Mon père travaillait à la chaîne chez Kuhn. Il disait, gamin, si ce n'est pas écrit, ça n'est pas arrivé. Il se tapotait la tempe comme si c'était là qu'on stockait les vraies informations, mais il gardait toujours un carnet dans la poche de sa chemise. Quoi qu'il en soit, Sarah aimait ça chez moi dans les premières années. Elle se vantait auprès de ses amis à l'époque où ses amis étaient encore des gens de la ville et non de simples collègues élégantes aux cheveux parfaits, de ma fiabilité, de ma façon de gérer les choses, du fait que rien ne me déstabilisait. Tu veux savoir ce qui est sexy, a-t-elle dit un jour à sa sœur, en riant à moitié dans notre cuisine pendant que je découpais un rôti. Un homme qui sait ce qu'il fait. Elle le disait avec fierté. Nous vivions alors dans une modeste maison de plain-pied, dans le sud de Metz, non loin d'un café-tabac où le café était toujours trop chaud et où l'odeur des croissants de la boulangerie voisine sentait le salut à 5 heures du matin. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas dans le besoin. Nous allions au repas du vendredi à l'amicale des anciens combattants, rue du Général de Gaulle. Nous épargnions. Nous payions nos factures. Nous prenions une bonne semaine de vacances par an. Rien d'extraordinaire. Généralement dans les Vosges ou sur la côte d'Opale. Sarah, cependant, a gravi les échelons. Elle avait une ambition comme je n'en avais jamais vu. Elle a commencé à la comptabilité fournisseur, puis est passée au soutien opérationnel, avant d'obtenir un poste dans les relations avec les fournisseurs. Elle a appris le langage de l'entreprise, synergie, livrable, optique. Elle a arrêté de dire « les gens » pour dire « les parties prenantes ». Et je l'ai encouragée. Sincèrement. J'aimais la voir réussir. Mais à un moment donné, son succès est devenu la seule chose qui comptait. Puis mon corps m'a lâché. Ce ne fut pas spectaculaire. Pas d'accident de voiture, pas de crise cardiaque dans l'allée, juste la lente usure des années qui me rattrapait. Une blessure au dos en soulevant des boîtes dans une salle d'audit un hiver où nous manquions de personnel. Un genou qui a commencé à enfler comme s'il avait sa propre volonté. Un médecin qui a regardé mon dossier et m'a dit, sans détour, Raymond, si vous continuez à faire des journées de 12 heures et à transporter des dossiers comme si vous aviez 25 ans, vous finirez par ne plus rien faire du tout. Ce fut la première fissure. La deuxième fissure est apparue quand ma mère a commencé à décliner. Maman avait toujours été vive d'esprit. Elle pouvait équilibrer un chéquier plus vite que n'importe quel banquier. Elle se souvenait de l'anniversaire de tout le monde. Puis elle a oublié le four allumé. Puis elle a oublié mon nom pendant une seconde, avant d'en rire comme si de rien n'était.
Au moment où le diagnostic est tombé, un début de maladie d'Alzheimer, la carrière de Sarah accélérait comme un camion en descente avec des freins défectueux. Et ma vie ralentissait comme de la mélasse en janvier. Quelqu'un devait emmener maman à ses rendez-vous. Quelqu'un devait s'assurer qu'elle mangeait. Quelqu'un devait s'asseoir avec elle quand elle avait peur la nuit et pensait être de retour à la ferme en 1962. Ce quelqu'un, c'était moi. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas demandé de médaille. Je l'ai simplement fait. Au début, Sarah s'est montrée compréhensive. Elle me tapotait l'épaule et disait « Tu es un si bon fils ». Elle publiait une photo de maman nous tenant la main sur Facebook avec une légende mielleuse sur la famille. Mais ensuite, elle a commencé à en vouloir. En vouloir autant. En vouloir au fait que je n'avançais plus. En vouloir au fait que mes vêtements n'étaient plus aussi impeccables parce que j'étais trop fatigué certains soirs pour repasser une chemise. En vouloir à la façon dont mon corps changeait. J'ai pris du poids. Non pas parce que je m'empiffrais de baigner toute la journée comme Sarah aimait le sous-entendre, mais parce que le stress fait ça à un homme. Parce que s'asseoir dans des salles d'attente et conduire sur des routes de campagne pour aller chez le médecin fait ça. Parce que quand on est épuisé, on mange ce qui est facile, pas ce qui est idéal. Et parce que j'ai arrêté de me soucier d'impressionner des gens qui ne se souciaient pas de moi. Sarah remarquait chaque kilo comme si c'était une insulte personnelle. Elle faisait des petites blagues à la maison. « Regarde-toi », disait-elle en tapotant la coudoir de mon fauteuil. « Toi et ce fauteuil, vous ne faites plus qu'un. » Je riais faiblement, car que faire d'autre quand votre femme teste la quantité de douleur que vous êtes prêt à endurer? Puis les blagues sont devenues plus acerbes. La dernière fois que nous sommes allés à un barbecue de quartier, elle a souri à quelques-uns de ses nouveaux collègues des gens de Logistia qui vivaient dans notre coin et a dit « Raymond est à la retraite. C'est en gros un chat d'intérieur maintenant. Il dort toute la journée. » Je ne dormais pas toute la journée. Je m'étais levé à l'aube pour gratter le givre du pare-brise de maman et la conduire chez un neurologue à Montigny-lès-Metz. Mais Sarah préférait le tableau qu'elle peignait à la vérité. Et plus elle le peignait, plus les gens y croyaient. C'est le propre des histoires. Si vous les racontez assez fort, assez longtemps, elles deviennent réelles pour tous ceux qui écoutent, même si ce sont des mensonges. J'ai commencé à me taire. Non pas parce que j'étais vaincu, mais parce que j'observais. Je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait après ça. Je ne vais pas rester assis ici et vous dire que j'étais un saint qui n'a jamais voulu se venger. Je suis un homme. J'ai été blessé. J'ai été humilié. Je voulais la justice. Et il y a eu des nuits où je voulais quelque chose de plus méchant que la justice. Mais j'avais aussi une limite que je n'étais pas prêt à franchir. Cette limite aurait son importance plus tard. À l'époque, dans les mois qui ont précédé la fête de fin d'année, notre vie était devenue mince, silencieuse de toutes les mauvaises manières. Sarah restait tard au travail. Quand elle rentrait, elle parlait par phrases courtes de « problèmes », de « livrables » et de « gens incapables de s'organiser ». Elle traitait notre maison comme une chambre d'hôtel dans laquelle elle ne voulait pas être coincée. Je passais mes journées à faire ce que j'avais toujours fait, mais dans un monde plus petit. Je passais au café-tabac du coin pour un café et je restais là 1 minute, à écouter les hommes plus âgés parler des prix agricoles, de leurs petits-enfants et de leurs prothèses de genoux. Je m'arrêtais au Crédit Mutuel pour signer un document pour le compte de maman et je discutais avec la guichetière qui me demandait toujours de ses nouvelles. J'allais au sous-sol trier des boîtes, de vieux papiers d'impôts, de vieux carnets, de vieux dossiers de mes années de travail. Sarah appelait ça de l'accumulation. J'appelais ça être préparé. Un après-midi, peut-être 6 semaines avant cette fête, j'étais en bas avec le ronronnement de la chaudière et l'odeur de poussière dans le nez, en train de feuilleter un dossier abîmé étiqueté « Politique des fournisseurs de Logistia ». Sarah l'avait jeté des années auparavant, ou du moins le pensait-elle. Je l'avais récupéré de la poubelle sans même y penser. Une habitude. Je me souviens avoir passé mon pouce sur les pages, sentant le bord rugueux où quelqu'un avait arraché une section, et avoir pensé « Tiens, c'est étrange ». Puis j'ai entendu les talons de Sarah au-dessus de ma tête. Tac, tac, traversant le sol de la cuisine. Elle était au téléphone, la voix sèche. « Je me fiche de la manière dont vous le faites », lança-t-elle. Assurez-vous simplement que ça ne nous retombe pas dessus. Je me figeai, tenant ce dossier comme s'il pesait 50 kilos. Et à ce moment-là, au sous-sol de ma propre maison,
j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas voulu admettre depuis longtemps. Ma femme n'était pas seulement méchante. Elle avait peur. Et les gens qui ont peur font des choses stupides et laides. C'est alors que le conseil d'administration a pris contact pour la première fois. Pas avec du drame, pas avec du mystère, avec de la paperasse. Et quand on a vécu assez longtemps, on apprend que le vrai pouvoir dans ce monde n'est pas dans l'écrit. Il est dans le papier. Le mot « paresseux » m'a collé à la peau après cette nuit comme des chardons sur du gin. Sarah ne s'est pas excusée sur le chemin du retour. Elle n'a même pas crié. Elle a conduit les deux mains serrées sur le volant, la mâchoire crispée, la radio éteinte. Les lumières de la ville glissaient sur le pare-brise en longues traînées jaunes, et le chauffage cliquetait comme il le faisait toujours quand la température tombait en dessous de zéro. Quand nous sommes entrés dans l'allée, elle a dit « Tu m'as mis dans l'embarras ». J'ai failli en rire. Presque. À la place, j'ai dit « On en parlera plus tard », parce que c'est ce que disent les hommes quand ils savent qu'une conversation ne mènera à rien de bon. Elle a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Je suis resté éveillé dans notre lit, écoutant la vieille maison craquer alors que la température chutait, pensant à la façon dont les mots peuvent effacer un homme plus vite que le temps ne le pourra jamais. Au matin, l'histoire s'était déjà installée dans sa tête. J'étais paresseux. J'étais gros. J'étais un poids mort. C'était la version de moi qu'elle portait en elle depuis des années, la polissant et la sortant chaque fois qu'elle avait besoin de faire rire ou de se donner un peu de contenance devant d'autres personnes. La fête n'avait pas créé cette image, elle l'avait simplement mise en lumière. La vérité était plus discrète. La vérité, c'était des matins qui commençaient avant le lever du soleil, non pas parce que j'avais un endroit où aller, mais parce que mon dos se bloquait si je restais trop longtemps au lit. Je balançais mes jambes hors du matelas et je restais assis là 1 minute, respirant profondément, attendant que la raideur s'atténue. La vérité, c'était de rester debout au comptoir de la cuisine avec une tasse de café que je ne devrais pas boire parce qu'il me dérangeait l'estomac, en regardant le givre s'étendre sur les bords de la fenêtre. La vérité, c'était le pilulier de ma mère posé sur la table comme un petit calendrier en plastique, chaque jour un rappel que le temps ne demande pas la permission. Je n'ai pas arrêté de travailler parce que je le voulais. J'ai arrêté parce que la vie s'est rétrécie. Quand le diagnostic de maman est tombé, Sarah en était déjà à sa 2e promotion. Son emploi du temps était rempli de réunions qui avaient des titres plutôt que des objectifs. Elle rentrait à la maison survoltée, parlant vite, faisant les 100 pas dans la cuisine pendant qu'elle réchauffait les restes et faisait défiler son téléphone. Je m'asseyais à table et j'écoutais. Non pas parce que je comprenais encore tout, mais parce que c'était ma femme. « J'ai besoin que tu t'occupes des affaires de ta mère », a-t-elle dit un soir. Pas méchamment, juste efficacement. Ce trimestre est crucial pour moi. J'ai hoché la tête. Je me suis dit que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Les cabinets médicaux sont devenus ma 2e maison. Des murs beiges, l'odeur de désinfectant qui ne couvrait jamais tout à fait l'odeur de la maladie. De vieux magazines sur des tables basses, les pages cornées et douces à force d'être passées entre trop de mains. Maman me serrait parfois le bras dans la salle d'attente, ses doigts froids et forts. « Ne me laisse pas », murmurait-elle, même quand j'étais assis juste à côté d'elle. Je ne l'ai pas laissé. Ce n'est pas de la paresse. C'est de l'endurance. Mais l'endurance ne figure pas sur un curriculum vitae, et elle n'impressionne certainement pas les collègues lors d'une fête de fin d'année. À mesure que mon monde se rétrécissait, celui de Sarah s'élargissait. Elle voyageait plus. Elle a commencé à acheter des vêtements qui semblaient inconfortables à porter et impossibles à nettoyer. Elle a arrêté de me demander de l'accompagner. « C'est plus simple comme ça », disait-elle. « Tu ne colles pas vraiment à l'ambiance. » Encore ce mot, ambiance. Comme si un mariage était une liste de lectures que l'on pouvait passer. J'ai pris du poids. Oui. Mon médecin a qualifié cela de « situationnel ». Stress, activité réduite, hormones changeant avec l'âge. Il m'a dit de marcher plus, de m'étirer, de faire attention aux glucides. Sarah a appelé ça « se laisser aller ». Elle aimait pointer le fauteuil du salon et dire « toi et ce fauteuil. Je jure qu'un jour on ne pourra plus vous distinguer. » Elle riait en le disant. Moi aussi, au début. Plus tard, j'ai arrêté de rire. Je l'ai simplement rangé dans un coin de ma tête.
Parce que c'est une autre chose que l'on apprend en vieillissant, réagir fait du bien sur le moment, mais ce souvenir dure plus longtemps. Je faisais encore des choses, simplement pas celles qui comptaient pour Sarah. J'ai réparé l'évier qui fuyait de Madame Dubois, 2 maisons plus loin, quand son fils était hors du département. J'ai aidé Franck de l'amicale des anciens combattants à trier ses formulaires fiscaux après le décès de sa femme, assis à sa table de cuisine avec un café qui avait le goût d'avoir été sur la plaque chauffante depuis l'époque de Mitterrand. Je lisais les petits caractères sur les factures. Je gardais des dossiers. Je vérifiais les chiffres. Les vieilles habitudes ne meurent pas. Elles deviennent simplement souterraines. Le mardi, après avoir déposé maman à son programme de jour pour adultes, je m'arrêtais au café-tabac pour un café. La même serveuse la plupart des matins. Elle connaissait mon nom. « Votre mère va bien ?» demandait-elle en faisant glisser la tasse sur le comptoir. Elle passe une bonne journée, disais-je, même quand ce n'était pas le cas. Ces matins manqueraient. Le tintement des tasses, le sifflement de la machine à café, les hochements de tête silencieux des hommes de mon âge qui n'avaient pas besoin de demander ce que vous portiez sur vos épaules. Sarah ne voyait rien de tout ça. Ce qu'elle voyait, c'était moi à la maison quand elle partait au travail, moi à la maison quand elle revenait, moi portant la même chemise en flanelle 2 jours de suite parce qu'elle était assez propre et confortable. Elle a commencé à m'appeler « retraité », comme si c'était une insulte. « Tu es pratiquement déconnecté », a-t-elle dit une fois en tapotant l'écran de son téléphone. « Tu ne sais même plus ce qui se passe. » Je savais plus de choses qu'elle ne le pensait, car quand on arrête de courir après la prochaine chose, on commence à remarquer des schémas. Comme la façon dont les histoires de Sarah sur le travail ne tenaient plus la route. Comme la façon dont elle parlait des fournisseurs comme les joueurs parlent des tables chanceuses. Comme la façon dont elle jetait les bulletins d'information et les imprimés de l'entreprise sur le comptoir de la cuisine sans les regarder, en supposant que je ne le ferais pas non plus. Elle se trompait sur ce point. Un après-midi, pendant qu'elle était au travail et que maman se reposait, j'ai rassemblé ses papiers et je les ai emmenés au sous-sol. La chaudière s'est mise en marche avec un grognement. La poussière flottait dans l'air, chaude et viciée. Je me suis assis au vieil établi, celui que j'utilisais depuis des années, et j'ai étalé les papiers. Rien de dramatique, juste des incohérences. Des chiffres arrondis trop proprement. Un langage qui changeait d'un trimestre à l'autre. Je me suis dit que je réfléchissais trop. Je me suis dit que je m'ennuyais. Mais l'ennui ne fait pas accélérer le pouls. À cette époque, Sarah a commencé à utiliser de nouveaux mots pour moi. Paresseux, dépassé, poids mort. Elle les disait en plaisantant. Toujours en plaisantant. Jusqu'au soir où elle ne l'a pas fait. C'était un vendredi, le soir du hachis parmentier. Maman était allée se coucher tôt, confuse et fatiguée. Sarah est rentrée tard, ses talons claquant sèchement sur le sol. Elle m'a regardé sur le canapé, les papiers bien empilés sur la table basse, et a dit « Qu'est-ce que tu fais de tes journées, au juste ?» J'ai levé les yeux vers elle. Je suis attentif. Elle a ri. À quoi? Aux rediffusions? Ce rire ressemblait trop à celui de la fête. Léger, méprisant, certain. Je n'ai pas répondu. J'ai rassemblé les papiers, j'ai aligné les bords et je les ai remis dans le dossier. Parce que parfois, la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire est de rester silencieux et de garder les yeux ouverts. Et parfois, l'homme que tout le monde pense paresseux est le seul à continuer de faire le travail. L'appel est arrivé un mardi matin, le genre de matin gris de Lorraine où le ciel est bas et lourd, comme s'il pensait à neiger mais ne s'était pas encore décidé. J'étais dans la cuisine en train de rincer ma tasse de café quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Numéro inconnu. Indicatif de messe. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale. Presque. Raymond Caron, dis-je. Il y eut une brève pause, le genre qui vous dit que la personne à l'autre bout du fil pèse ses mots. Monsieur Caron, dit un homme, la voix calme et exercée, je m'appelle Thomas Hiller. J'appelle au nom du conseil d'administration de Logistia Grand Est. J'ai fermé le robinet. La cuisine est soudainement devenue très silencieuse. Oui, dis-je. Nous aimerions vous parler, continua-t-il. En privé. En personne, si possible. Je me suis adossé au comptoir et j'ai croisé les bras. À propos de quoi? Une autre pause, plus longue cette fois.
À propos de certaines préoccupations, dit-il prudemment. Des préoccupations qui touchent à des domaines que vous connaissez bien. Encore ce mot, connaissez. J'ai regardé par la fenêtre les branches nues de notre jardin, celles que j'avais taillées moi-même des années auparavant. Je ne travaille plus là-bas, dis-je. Nous le savons, répondit Hilaire. C'est en partie pour cela que nous appelons. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain dans un cabinet d'avocats à 2 rue du Palais de Justice de Metz. Rien d'extraordinaire. Un bâtiment en briques, une plaque de laiton près de la porte, le genre d'endroit qui sent légèrement le vieux papier et le produit à polir au citron. Je ne l'ai pas dit à Sarah. Cette omission a pesé sur ma poitrine comme une pierre tout l'après-midi. Mais il y a des moments dans un mariage, surtout un mariage fatigué, où l'on sait que la vérité ne sera pas accueillie avec curiosité. Elle sera accueillie avec suspicion, ridicule ou pire. Alors je l'ai gardée pour moi. Le lendemain matin, j'ai déposé maman à son programme et je suis allé en ville. Le palais de justice dominait la rue, solide, comme s'il avait vu toutes les erreurs qu'une personne pouvait commettre et qu'il était toujours debout. Le cabinet d'avocat était calme, trop calme. Une jeune femme à la réception a souri poliment et m'a conduit à une petite salle de conférence. 2 hommes se sont levés quand je suis entré. L'un était Thomas Hilaire, la soixantaine, des lunettes à monture métallique, les cheveux peignés en arrière. L'autre était plus âgé, peut-être au début de la soixantaine-dizaine, avec un visage qui semblait sculpté plutôt que vieilli. Il s'est présenté comme étant Léonard Piquet. Nous apprécions votre venue, Raymond, dit Piquet en me tendant la main. Sa poignée était ferme mais pas ostentatoire. J'ai siégé au conseil d'administration de Logistia pendant 12 ans. Récemment retraité, toujours impliqué. Je me suis assis en face d'eux. La table était marquée par des années d'utilisation, et je me suis surpris à suivre l'une des rayures du bout du doigt pendant qu'ils parlaient. Ils n'ont pas perdu de temps. Il y avait eu des irrégularités et pas le genre que l'on pouvait pointer du doigt avec un seul courriel ou un reçu, mais des schémas. Des plaintes réglées discrètement. Des dossiers des ressources humaines classés sans explication. Des relations avec des fournisseurs qui ne cessaient de refaire surface sous des noms différents. L'équipe de direction nous assure que ce n'est rien, dit Hilaire. Mais les assurances ne sont pas des preuves, et nous ne faisons pas confiance à ce que nous ne pouvons pas voir, ajouta Piquet. Ils firent glisser un mince dossier sur la table vers moi. Pas de logo, pas de drame. À l'intérieur se trouvaient des copies de rapports aseptisés, résumés, mais suffisamment familiers pour que mon estomac se noue en les feuilletant. Je reconnus le langage, la cadence, la façon dont les problèmes étaient atténués jusqu'à ce qu'ils disparaissent presque. Pourquoi moi, demandai-je. Hilaire croisa les mains. Parce que vous comprenez la conformité telle qu'elle était comprise autrefois. Pas comme une arme, pas comme du théâtre. Comme une protection. Piquet hocha la tête. Et parce que vous ne faites plus partie du cercle de personnes. Cette phrase a eu plus d'impact qu'il ne l'avait probablement prévu. Je me suis adossé et j'ai réfléchi. J'ai pensé au rire de Sarah. J'ai pensé au dossier dans mon sous-sol. J'ai pensé à la main tremblante de maman dans la salle d'attente. Que demandez-vous, dis-je. Piquet se pencha en avant. Nous aimerions que vous agissiez en tant que conseiller confidentiel du conseil. Examiner discrètement les documents, identifier les risques, nous dire où chercher. Et si je trouve quelque chose, demandai-je. Alors nous agissons, dit Hilaire. En suivant les règles. Je fixai le plateau de la table. Le mois d'avant aurait sauté sur l'occasion. Le mois plus jeune se serait senti flatté. L'homme que j'étais maintenant se sentait fatigué. Pourquoi ce secret, demandai-je. Parce qu'au moment où cela sera connu, dit Piquet, les preuves disparaîtront. Les histoires changeront. Les gens prendront des avocats. Je hochai lentement la tête. Cette partie avait du sens. Puis vint la partie qui n'en avait pas. Est-ce que cela implique ma femme, demandai-je. Aucun des 2 hommes ne répondit immédiatement. Piquet dit finalement, nous ne savons pas encore qui cela implique. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. C'est à ce moment-là que la pierre dans ma poitrine est devenue plus lourde. J'ai demandé du temps. Ils m'ont donné 24 heures. Je suis rentré en silence, en passant de nouveau devant le palais de justice, pensant à toutes les fois où j'avais cru que faire ce qui était juste était simple. Ce soir-là,
Sarah a parlé du travail pendant le dîner comme si de rien n'était. Elle s'est plainte des gens qui ne pouvaient pas suivre, des « poids morts » qui ralentissaient son équipe. J'ai regardé sa bouche bouger. J'ai regardé l'assurance de sa posture. J'ai regardé la façon dont elle ne me voyait plus. Après qu'elle soit allée se coucher, je me suis assis seul à la table de la cuisine avec un bloc-notes et j'ai écrit 2 mots en haut de la page, coût et risque. Je les ai listés. Coût, mon mariage, ma tranquillité, ma santé. Risque, ne rien faire, laisser des gens être blessés, laisser des mensonges perdurer parce qu'ils étaient commodes. Au moment où j'ai posé le stylo, ma main tremblait. Le lendemain matin, j'ai appelé Thomas Hiller. Je le ferai, dis-je. Mais je veux que ce soit clair. Je ne cible pas les gens. Je suis les documents. C'est exactement ce que nous voulons, répondit-il. J'ai signé l'accord cet après-midi-là. Non-divulgation, confidentialité, portée définie. Pas de théâtralité, juste du travail. C'est ainsi que je suis devenu ce que Grégoire Allier appellerait plus tard, l'homme du conseil d'administration. Pas avec un badge, pas avec un titre que les gens pourraient mettre sur LinkedIn. Avec une pile de documents, un mandat discret, et une limite que je me suis promis de ne pas franchir. Je ne savais pas alors à quel point ce travail me toucherait de près, ni combien il me coûterait avant que tout ne soit terminé. J'ai commencé là où j'avais toujours commencé, avec la paperasse. Pas les trucs tapas à accent grave-l'œil que les gens imaginent. Pas d'enregistrement secret, pas de confrontation dramatique. Juste des rapports, des courriels, des manuels de politique, des feuilles de calcul qui prétendaient être propres si on ne regardait pas de trop près. Le conseil m'a donné accès par couches successives. D'abord, les résumés de surface. Puis, à mesure que mes questions se faisaient plus précises, les fichiers bruts. Je travaillais depuis le petit bureau de notre chambre d'amis, celle que Sarah appelait la « chambre de débarras ». La maison était silencieuse, à l'exception du ronronnement de la chaudière et du doux tapotement de mon clavier. Certains jours, mon dos me brûlait tellement que je devais travailler debout. D'autres jours, ma vue se brouillait à force de regarder des rangées de chiffres. Je prenais des pauses comme le font les hommes de mon âge, en m'étirant lentement, en me massant le genou, en me disant de finir juste une page de plus. Je ne chassais pas ma femme. Je me le suis répété encore et encore. Je suivais des schémas. Et les schémas menaient directement à son département. Cela a commencé avec les paiements aux fournisseurs, des petits montants répartis juste en dessous des seuils qui déclenchaient des examens automatiques. Les mêmes services facturés sous des noms légèrement différents, des adresses qui menaient à la même boîte postale. Rien que l'on ne remarquerait en survolant. Tout ce que l'on remarquerait en regardant attentivement. Puis il y a eu les dossiers des ressources humaines. J'ai toujours cru que les ressources humaines en disent plus sur l'âme d'une entreprise que son bilan. Qui est protégé? Qui est mis à l'écart? Qui est blâmé quand quelque chose ne va pas? J'ai ouvert un dossier et j'ai senti mon estomac se nouer. Marc Alibert, 61 ans, 28 ans dans l'entreprise, superviseur des opérations d'entrepôt à Nancy. Aucun antécédent disciplinaire, aucune plainte. Puis soudain, une violation de la conformité, non-respect des procédures de fournisseurs mises à jour. Le dossier disait qu'il avait été averti. Le dossier disait qu'il avait été formé. Le dossier disait qu'il avait été peu coopératif. Le dossier mentait. J'ai vérifié les horodatages. L'accusé de réception de la formation était daté de 2 jours après la violation. Le courriel d'avertissement provenait d'une adresse qui n'existait plus. Quelqu'un avait réécrit l'histoire. Marc Alibert avait été licencié. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Je pouvais l'imaginer sans l'avoir jamais rencontré de ma tranche d'âge, planifiant probablement sa retraite au mois près, pensant probablement qu'il était en sécurité. J'ai creusé plus profondément. Un autre cas, plus jeune cette fois. Émilie Vasseur, début de la trentaine, analyste de données. Avait soulevé des préoccupations concernant des irrégularités chez les fournisseurs. Avait posé des questions par écrit. En 3 semaines, elle a été réprimandée pour des problèmes d'attitude. 2 semaines plus tard, elle était partie. Sa dernière note dans le dossier était une seule ligne, employé ne correspondant pas à la culture de l'entreprise. Culture de l'entreprise. Je me suis penché en arrière et j'ai fixé le plafond.
La chambre d'amis sentait légèrement les vieux livres et le cèdre. J'ai pensé aux mains de maman qui tremblaient quand elle signait son nom, à Franck à l'amical qui me demandait s'il avait bien rempli un formulaire. Ce n'étaient pas des chiffres. C'étaient des gens. C'est à ce moment-là que c'est devenu concret. J'ai demandé une réunion avec le conseiller juridique externe du conseil. Nous nous sommes assis dans une petite salle de conférence avec un haut-parleur au milieu de la table, le genre qui fait que chaque tour ressemble à un coup de tonnerre. Ce n'est pas une gestion négligente, dis-je. C'est dirigé. Quelqu'un façonne les résultats. Qui ? Demanda une voix à travers le haut-parleur. Je ne peux pas encore le dire, répondis-je. Mais le point de pression se situe au niveau des relations avec les fournisseurs et de la surveillance de la conformité. Ce qui signifiait Sarah. Je n'ai pas dit cette partie au conseil. Pas encore. Je me suis dit que j'avais besoin de certitudes, de preuves qui ne reposaient pas sur des suppositions ou de la colère. À la maison, le comportement de Sarah a changé. Elle est devenue plus cassante, plus agitée. Elle vérifiait son téléphone constamment. Son rire a pris une tonalité fragile. Un soir, alors qu'elle se préparait pour aller au lit, elle a dit « Les gens sont stupides au travail ». J'ai levé les yeux de mon journal. C'est nouveau. Elle m'a lancé un regard. Je suis sérieuse, Raymond. Il y a du bruit, et je n'aime pas ça. J'ai plié le journal avec soin. Du bruit ? Comment ça ? Elle a hésité. Juste une fraction de seconde. Puis elle a balayé ça d'un geste de la main. Laisse tomber, tu ne comprendrais pas. J'ai senti quelque chose de vieux et de triste s'installer dans ma poitrine. Quelques nuits plus tard, nous étions assis à la table de la cuisine à manger du hachis parmentier. Maman dormait. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge au-dessus de l'évier. Sarah faisait défiler son téléphone entre deux bouchées. J'ai pris une profonde inspiration. Sarah, dis-je. Elle ne leva pas les yeux. Quoi ? Parfois, dis-je lentement, en choisissant chaque mot, les chiffres ne mentent pas, mais ils peuvent trahir les gens qui les manipulent. Elle a reniflé. C'est censé être profond ? C'est censé être un avertissement. Cela a attiré son attention. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé, comme si elle me voyait pour la première fois depuis des mois. Un avertissement à propos de quoi ? Demanda-t-elle. J'ai soutenu son regard. À propos du fait de se croire intouchable. Son rire est venu, rapide et sec. Oh mon Dieu, dit-elle. Écoute-toi. Tu n'es même plus dans le jeu, Raymond. Tu ne sais pas comment les choses fonctionnent. J'ai hoché la tête. Peut-être. Elle s'est levée et a porté son assiette à l'évier. Je ne peux pas supporter ça, marmonna-t-elle. Toi, assis là toute la journée à jouer les stratèges depuis ton fauteuil. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis resté assis là, à regarder la chaise vide en face de moi, et j'ai senti le dernier fil d'hésitation se rompre. Le lendemain matin, j'ai rencontré Marc Alibert pour un café. Il a choisi un restaurant près de l'autoroute, le genre avec des banquettes en vinyle craquelé et un café qui avait le goût d'avoir été versé directement par habitude. Il m'a reconnu immédiatement quand je suis entré, même si nous ne nous étions jamais rencontrés. « Vous êtes de Logistia » dit-il en se levant à moitié. « Le gars de la conformité, c'est ça ?» J'ai hoché la tête. Avant. Il a semblé soulagé. Fatigué mais soulagé. Nous avons parlé pendant 1 heure. Il m'a raconté comment il lui avait donné des documents qu'il ne comprenait pas, comment les ressources humaines ne répondaient pas à ses questions, comment ses projets de retraite s'étaient évaporés en 1 semaine. J'ai tout fait correctement, dit-il, les mains enroulées autour de sa tasse. Je pensais que ça comptait. Ça compte, dis-je. Mais pas pour tout le monde. Quand j'ai quitté ce restaurant, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais stable. Cet après-midi-là, j'ai envoyé une note au conseil. Pas dramatique, pas émotive, juste des faits. Des chronologies, des noms, des documents joints. Je l'ai terminé par une seule phrase, ce schéma cause un préjudice réel et expose l'entreprise à un risque sérieux. Moins d'1 heure plus tard, Thomas Hiller m'a rappelé. Nous passons à la phase suivante, dit-il.
J'ai raccroché et je suis resté assis en silence pendant un long moment. À l'étage, j'entendais Sarah en conférence téléphonique, sa voix vive et confiante. En bas, au sous-sol, mes vieilles boîtes attendaient. Et quelque part entre les deux, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. Je ne mettais pas fin à la carrière de ma femme. Elle l'avait fait elle-même. J'étais juste l'homme prêt à le mettre par écrit. Les 2 semaines suivantes ont été comme vivre à l'intérieur d'une cocotte minute. Rien n'a explosé tout de suite. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans le monde réel. Ce qui se passe, c'est que l'air devient rare. Les gens respirent moins profondément. Les voix changent. Sarah rentrait de plus en plus tard. Quand elle rentrait, elle portait son téléphone comme si c'était un membre supplémentaire. Il ne quittait jamais sa main. Pas pendant le dîner, pas pendant les publicités, pas même quand elle se brossait les dents. Je pouvais entendre le tap-tap-tap de ses pouces sur l'écran depuis le couloir, rapide et sec, comme si elle essayait de fuir quelque chose. La nuit, elle se tournait et se retournait. Une fois, elle m'a réveillé en s'asseyant brusquement dans le lit, la respiration saccadée. « Ça va ?» demandai-je. Elle a fixé l'obscurité une seconde avant de réaliser où elle était. « Bien » lança-t-elle. « Juste un rêve. » Elle s'est retournée et a attrapé son téléphone sur la table de chevet. Je suis resté allongé à écouter le faible bourdonnement des notifications qui arrivaient et restaient sans réponse. Quelque part dans la rue, le moteur d'un camion a tout sauté. La vieille horloge dans le couloir continuait son tic-tac, stable et patient. Pression. Au travail, le conseil a agi discrètement mais de manière décisive. Des trous ont commencé à apparaître dans les agendas des dirigeants, examen spécial, préservation des documents, session d'alignement des politiques. Des titres inoffensifs qui rendaient les gens nerveux. Quoi qu'il en soit, le conseiller juridique externe a demandé des sauvegardes de courriel. Les ressources humaines ont reçu l'ordre de ne clore aucun dossier sans examen. Sarah l'a remarqué. Elle a arrêté de plaisanter sur le travail, arrêté de se vanter. Ces histoires sont devenues laconiques et défensives. Ils réagissent de manière excessive, a-t-elle dit un soir, en faisant les 100 pas dans la cuisine. C'est ce qui arrive quand les gens paniquent. Qui panique, demandai-je d'un ton neutre. Elle m'a lancé un regard. Tu sais ce que je veux dire. Je le savais. Un soir, elle a refermé son ordinateur portable si violemment que la table a tremblé. Quelqu'un donne des informations bidons au conseil, dit-elle. Quelqu'un qui ne comprend pas comment les choses se font réellement. J'ai pris une gorgée de mon café. Il avait refroidi sans que je m'en aperçoive. Ou quelqu'un qui comprend. Ses yeux se sont posés sur moi juste une seconde. C'était nouveau. Le lendemain, elle a vérifié le courrier avant que je puisse le faire. Elle l'a trié rapidement, retournant les enveloppes comme si elle cherchait quelque chose de spécifique. Quelque chose d'important, demandai-je. Non, dit-elle trop vite. Pression. Le conseil m'a demandé d'assister aux réunions à distance, caméra éteinte, microphone coupé. J'ai écouté les dirigeants tourner en rond, pesant chaque mot, soudain très intéressés par le langage des politiques qu'ils avaient ignoré pendant des années. J'ai entendu la peur déguisée en confiance. Un après-midi, Thomas Hiller m'a appelé directement. Nous organisons une session spéciale de direction, dit-il. Initiative de transparence à l'échelle de l'entreprise. J'ai presque souri à cela. Transparence. Un autre mot qui sonnait bien et qui coupait profondément. Quand, demandai-je. Dans 2 semaines. J'ai raccroché et je me suis adossé à ma chaise. Mon dos a protesté, une douleur vive et chaude. Je me suis levé lentement, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la neige commencer à tomber légère d'abord, puis plus dense, le genre qui colle. Ce soir-là, Sarah m'a confronté. Elle m'a coincé dans la cuisine pendant que je chargeais le lave-vaisselle. La lumière du plafond bourdonnait doucement. « Tu agis bizarrement », dit-elle. J'ai gardé les yeux sur les assiettes. « Ah oui ? Tu es toujours à la maison », dit-elle. Toujours à écouter. J'ai fermé le lave-vaisselle et je me suis tourné vers elle. J'ai toujours été à la maison. Elle a croisé les bras. Tu sais ce que je veux dire. J'ai étudié son visage.
Les rides au coin de sa bouche étaient plus profondes que dans mon souvenir. Son assurance semblait fatiguée. « Que se passe-t-il au travail ?» demandai-je. Elle a ri, mais le son était faux. Trop fort. « Pourquoi t'en soucies-tu tout d'un coup ?» Je m'en suis toujours soucié. Elle a secoué la tête. « Non, tu as décroché il y a des années. » Voilà, encore. J'ai fait un pas de plus. Pas menaçant, juste stable. « Sarah, dis-je doucement, parfois, quand tu pousses les gens hors de la pièce, ils ne partent pas. Ils restent dans le couloir et écoutent. » Sa mâchoire s'est crispée. « Est-ce que tu me menaces ?» Non, dis-je. Je t'explique comment fonctionnent les murs. Elle m'a fixé pendant un long moment, cherchant sur mon visage comme si elle pouvait y trouver une faille. Quand elle n'en a pas trouvé, elle s'est détournée. « Tu es impossible, marmonna-t-elle. Pression. À l'amicale ce vendredi-là, Franck m'a demandé si j'allais bien. « Tu as l'air fatigué », dit-il en faisant glisser une bière vers moi. « Je le suis, admis-je. »« Des soucis ?» demanda-t-il gentiment. J'ai hoché la tête. Il n'a pas insisté. C'est une autre chose que les hommes de notre âge comprennent. Parfois, le silence est un soutien. La nuit avant la session de direction, Sarah a à peine dormi. Elle faisait les 100 pas dans la chambre, téléphone à la main, murmurant dedans comme si les secrets pouvaient encore la sauver. Vers 3 heures du matin, elle s'est arrêtée et m'a regardé. « Tu ne sais pas de quoi ils sont capables ?» dit-elle. J'ai croisé son regard. « Si. » Elle a tressailli. Le lendemain matin, elle est partie tôt sans dire au revoir. Je suis resté assis seul à la table de la cuisine, écoutant le vent gratter contre le revêtement, et j'ai senti la pression atteindre son paroxysme. La cocotte ne sifflait pas. Elle attendait. La session de direction était prévue pour 10 heures du matin un jeudi. La neige était tombée pendant la nuit, propre et épaisse, le genre qui étouffe les sons et donne l'impression que tout est exposé en même temps. Je suis allé en ville tôt, je me suis garé à une rue du bâtiment et j'ai fait le reste du chemin les mains dans les poches de mon manteau, mon souffle formant un nuage devant moi. La grande salle de conférence de Logistia se trouvait au 2e étage, une large pièce avec une estrade basse, des rangées de chaises et un mur de fenêtres donnant sur la Moselle. Je m'étais assis dans cette salle des dizaines de fois au fil des ans, des formations, des briefings sur la sécurité, des bilans trimestriels où rien d'important ne semblait jamais se passer. Aujourd'hui, c'était différent. La salle s'est remplie lentement. Les cadres se regroupaient, parlant à voix basse. Les représentants des ressources humaines étaient assis raidement, des bloc-notes sur les genoux. Quelques managers regardaient autour d'eux comme s'ils cherchaient une sortie. Sarah est entrée en dernier. Elle portait un tailleur gris bien coupé et des talons qui claquaient sèchement sur le sol. Sa coiffure était parfaite. Son sourire était étudié. Elle a pris place près de l'avant et a croisé les jambes, le téléphone face cachée sur ses genoux. Elle ne m'a pas regardé. J'ai pris un siège 2 rangées plus loin, sur le côté. Pas de projecteur, pas de présentation. Juste un homme de plus dans une salle remplie de gens qui réalisaient soudain à quel point ils étaient petits. À 10 heures précises, Grégoire Allier est monté sur le podium. « Merci d'être ici », dit-il. Sa voix était stable, mais ses yeux se sont brièvement tournés vers le fond de la salle, vers les 2 hommes qui se tenaient près du mur. Conseillers juridiques externes. Représentants du conseil. Silencieux, observateurs. Cette session porte sur l'alignement, continua Grégoire. Sur le fait de s'assurer que nos pratiques correspondent à nos valeurs. J'avais entendu des versions de cette phrase une centaine de fois. Aujourd'hui, elle avait une résonance différente. Il a parlé pendant 5 minutes. Rien de controversé, rien de nouveau. Puis il a fait un signe de tête vers le côté de la scène. J'aimerais présenter quelqu'un qui a travaillé avec le conseil, dit-il, pour nous aider à examiner certains processus internes. La salle a frémi. Les chaises ont grincé. Quelqu'un s'est éclairci la gorge. Grégoire m'a regardé directement. Raymond, dit-il. Voudriez-vous monter ? Pendant un battement de cœur, tout est devenu silencieux. Je me suis levé. Mon genou s'est plaint quand je suis entré dans l'allée. Je l'ai ignoré.
J'ai avancé d'un pas régulier, conscient des regards dans mon dos, conscient du regard de Sarah qui me trouvait enfin. Je ne l'ai pas regardé. J'ai monté les marches et j'ai pris ma place au podium. Le bois était lisse sous mes paumes, usé par des années de mains qui s'y étaient agrippées dans des moments bien moins honnêtes. Je n'ai pas ajusté le microphone. Je ne me suis pas éclairci la gorge. Je ne suis pas ici pour embarrasser qui que ce soit, dis-je, ma voix portant sans effort. Je suis ici pour parler de ce qui se passe quand les règles deviennent des outils au lieu de garde-fous. Quelques têtes ont hoché, d'autres sont restées immobiles. Au cours des 3 derniers mois, continuai-je, j'ai examiné les pratiques des fournisseurs, les dossiers de conformité et les actions des ressources humaines à la demande du Conseil. J'ai fait une pause, laissant cela s'installer. J'ai suivi les documents, dis-je. Et les documents racontent une histoire. J'ai cliqué sur la télécommande dans ma main. L'écran derrière moi s'est illuminé avec une simple chronologie. Des dates, des noms. Pas de couleur, pas de drame. Je les ai guidés à travers, slowly. Des paiements de fournisseurs divisés pour éviter les seuils d'examen. Des accusés de réception de formation signés après les violations. Des plaintes aux ressources humaines classées sans enquête. À chaque point, j'ai vu les visages changer. Certains sont devenus pâles, d'autres se sont durcis. Certains ont baissé les yeux vers le sol. Puis je suis arrivé à la diapositive que j'attendais. Un seul nom est apparu à l'écran, Sarah Bertrand. Il y eut une inspiration collective. Sarah se leva à moitié de sa chaise avant de réaliser ce qu'elle faisait. Ses mains tremblaient alors qu'elle les appuyait contre le siège. C'est une erreur, dit-elle, la voix aiguë. Vous ne pouvez pas, j'ai levé la main, non pas pour la faire taire, mais pour calmer la salle. Les conclusions montrent un schéma, dis-je d'un ton égal, un schéma qui a conduit au licenciement d'employés sous de faux prétextes et à la suppression de préoccupations légitimes. Je me suis tourné légèrement, la regardant enfin. Marc Alibert, dis-je. Émilie Vasseur. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. Ces actions exposent l'entreprise à un risque juridique et éthique important, continuai-je. Elles causent également un préjudice réel. Je me suis reculé du podium. Le conseiller juridique externe du Conseil a pris ma place, parlant d'un ton mesuré des violations de politique et des prochaines étapes, de licenciement pour faute grave, de signalement. Sarah s'est affaissée dans sa chaise. Quand ce fut terminé, la salle n'a pas explosé. Il n'y a pas eu de cris, pas d'applaudissements, juste le silence. Le genre qui vous oppresse jusqu'à ce que vous puissiez entendre votre propre cœur battre. Sarah m'a trouvé dans le couloir après. Son visage était pâle, son maquillage craquelait sur les bords comme de la peinture sèche. Comment, murmura-t-elle. Je l'ai regardé un long moment. La patience, dis-je. Et la paperasse. Elle m'a dévisagé comme si elle voyait un étranger. Peut-être que c'était le cas. Je suis passé devant elle et je suis sorti dans le froid. La neige tombait encore quand je suis sorti, lente et régulière, le genre qui donne à toute la ville une impression de silence plus profond qu'elle ne l'est vraiment. Je suis resté là un moment sur le trottoir, laissant l'air froid remplir mes poumons. Mes mains tremblaient, pas de peur, pas même d'adrénaline, mais de relâchement. Comme une corde qui se détend enfin après avoir été tirée trop fort, trop longtemps. Derrière moi, le bâtiment bourdonnait d'activité, des téléphones qui sonnaient, des portes qui se fermaient, des carrières qui se recalculaient en temps réel. Je n'ai pas regardé en arrière. Sarah n'est pas rentrée à la maison cette nuit-là. Elle a envoyé un texto une fois, il faut qu'on parle. Et j'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de poser le téléphone face contre table. Il y avait 1000 choses que j'aurais pu dire. Aucune d'entre elles n'aurait changé ce qui s'était déjà passé. Certaines conversations n'ont lieu qu'une fois que tout le reste est terminé. La maison semblait différente sans son bruit. Pas vide, juste plus légère, comme une pièce après avoir ouvert une fenêtre qui était coincée depuis des années. Une semaine plus tard, nous étions assis l'un en face de l'autre dans un petit bureau près du palais de justice de Metz. Des murs beiges, une boîte de mouchoirs que personne n'a touchée, une médiatrice qui parlait doucement et prenait des notes comme si elle avait peur de faire trop de bruit. Sarah semblait plus petite là, pas faible, juste dépouillée de l'armure qu'elle avait portée si longtemps. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, dit-elle à un moment donné, les yeux fixés sur la table. Je l'ai cru.
Cela ne changeait rien. Je sais, répondis-je. Mais tu l'as fait. Elle a hoché la tête une fois, un mouvement sec et rapide, comme si c'était tout ce qu'elle pouvait gérer. Nous ne nous sommes pas disputés. Nous n'avons pas pleuré. Nous avons partagé nos biens comme le font les vieux couples quand les cris sont déjà épuisés. Les comptes, les meubles, la paperasse. Encore la paperasse. Maman est décédée ce printemps-là. Elle est partie tranquillement, en me tenant la main, lucide juste assez longtemps pour sourire et dire mon nom. À ses funérailles, la salle de l'amicale sentait le café et le poulet frit, et des hommes que je connaissais depuis des décennies m'ont tapé sur l'épaule sans dire grand-chose. Franck s'est penché et a dit « Tu as bien fait ». J'ai hoché la tête. C'était suffisant. La vie a pris une nouvelle forme après cela. Pas meilleure, pas pire, juste honnête. Le mardi, je m'arrêtais toujours au café-tabac pour un café. Même serveuse, même hochement de tête. Le monde ne s'était pas arrêté parce qu'un homme s'était levé et avait dit la vérité. Un après-midi, des mois plus tard, j'ai croisé Marc Alibert au supermarché. Il semblait plus léger. Il m'a dit qu'il avait décroché un poste de consultant dans une plus petite entreprise. Pas glamour, mais stable. Merci, dit-il, de ne pas avoir détourné le regard. Cela m'est resté. Le truc, quand on est sous-estimé, c'est que ça vous donne l'espace de voir clairement. Pendant que les autres sont occupés à parler, vous pouvez écouter. Pendant qu'ils se pavanent, vous pouvez vous préparer. La dignité ne crie pas, elle attend. Ces jours-ci, je dîne dans un petit restaurant près de l'autoroute une fois par semaine. Banquette en vinyle, steak frites bon marché, café resservi sans demander. Je m'assieds là parfois, à regarder la neige souffler de côté sur le parking, et je me sens plus libre que je ne l'ai été depuis des années. Non pas parce que j'ai gagné, mais parce que j'ai arrêté de faire semblant. Si cette histoire a touché une corde sensible, si vous avez déjà été la cible de moqueries, ignoré ou écarté, souvenez-vous de ceci, les gens discrets ne sont pas vides. Ils sont souvent remplis de choses qui comptent. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin